C'est bon. Ben on y va. C'est Check, Marc check. qui est aux commandes génériques. J'appuie là, c'est bon? Absolument. Go. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce déjà 4e épisode du Pambagna Social Club avec toute l'équipe. Salut Marc. Salut patron, Il salut va tout bien le monde. Ouais, Nickel. ils sont là. Jérémy, Salut tout le monde. il est là. salut. Et c'est le grand retour de Maurice. Cache pas ta joie surtout. Ça sera toujours comme ça. Non, moi je suis pas très expressif. Non mais surtout qu'on a Glow Up parce que cette fois tu partages pas le micro avec Jérémy. Exactement. merci. Donc je pense qu'il commence à y avoir de la thune dans ce podcast et je suis assez content. Au programme du jour, je vais demander à Maurice de nous rappeler quel film on a vu et de quel film on va discuter. Oh, c'est mission difficile parce que moi je me En souviens deux mots, jamais hein, des en titres. 2 mots. Non, on a vu Mastermind. Oh, déjà, je me rappelle le titre. Génial. Jérémy, qu'est-ce qu'on a écouté comme livre? Ah non, moi, comme je fais le musique? livre. Je savais que tu voulais pas le faire. C'est plus facile à prononcer. Ouais. Eh Alors, ben, on a lu La disparition des vaches de mer. C'est aux éditions Grasset et c'est de Adèle, j'ai oublié le nom. Voilà. ça va bien. Rosenfeld. Rosenfeld. et alors, c'est pas la Rosenfeld. disparition, c'est même l'extinction des vaches de mer. Et je vais demander à Marc de faire le sale boulot, de nous dire de quel disque on va parler. The Demise of Planet X Sleaford Mods. Ah, c'est génial, vous êtes vraiment trop sympa. Si vous le voulez bien, on va partir tout de suite avec le film. Marc, tu peux appuyer sur le bouton B. You don't look like cops. Say, James, we've been told that you're mixed up in this robbery. I sure don't know how you got down this road, but you got the wrong idea. I'm afraid you got some bad information. I sure do appreciate that once in a blue moon, someone I know and love is gonna come along and blow my mind. Well, what do you say we stop talking about it for now? Because I find it kind of upsetting. Yeah, I'm good with that. The Mastermind, après avoir chroniqué Five Nights at Freddy's 2, après avoir chroniqué Bob l'éponge, je pense qu'on peut dire qu'on a fait un petit grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Un mot, est-ce que vous êtes capable de dire en une phrase ce que vous avez pensé du film avant de rentrer dans les détails chacun? J'ai bien aimé le film et je sais que c'est pas votre cas, mais moi j'ai bien aimé. Et à la base, je voulais juste faire plaisir à Maurice, moi c'est tout. Non, mais moi aussi j'ai bien aimé, mais ça se discute, pardon. Il y a des points faibles, voilà. Moi, je pense que je vais... Alors, j'avais prévu de donner un carton jaune à Marc pour avoir choisi ce film, mais je crois que, sans spoiler, peut-être le disque va lui éviter le carton jaune aujourd'hui. Ouais, ça risque d'être un partout balle au centre, on verra, ouais. On peut pas donner des cartons à tout le monde, quoi. Eh ben moi, je vais être pas loin de vous. Je vais dire, j'aurais adoré aimer ce film. Oh. Oh. Alors on y va, Marc, tu nous fais un petit pitch peut-être? Oui. Ou rapidement. Non, rapidement, on suit J.B. Mooney, père de famille inactif, qui orchestre et réalise un vol de tableaux au musée local d'art, un petit musée de la ville. On va voir un peu comment ça évolue, et ça évolue pas comme il souhaite. Voilà, grosso modo, c'est ça. Juste une petite information, à noter que c'est une histoire vraie. Que ça arrivait dans la même période du coup, et c'est 2 personnes qui ont volé des tableaux en courant d'un musée d'art local, donc ça part d'une histoire vraie et elle romance la suite de l'événement, quoi. Ok, et tu peux juste nous dire un mot sur la réalisatrice? Kelly Reichardt, donc c'est une réalisatrice US qui a son 9e long métrage, donc elle a fait 9 entre 1994 et donc 2025, The Mastermind. C'est une figure du cinéma indépendant qui a remporté plusieurs prix dans des festivals majeurs comme Deauville, Cannes et la Mostra de Venise. Principalement, son style, c'est d'explorer l'Amérique marginale avec une approche esthétique minimaliste et contemplative. Ok, on va peut-être commencer par quelqu'un qui a... Maurice, t'as plutôt apprécié? Ouais, c'est plutôt... Enfin, le gros point positif, c'est que c'est un film un peu lent. Moi, j'aime bien ça, mais il faut le dire d'entrée pour ceux qui aiment pas ça, quoi. Parce que là, on est quelque part, en fait, entre Derrick et Fargo. Donc, ça peut être à double tranchant. Bien vu. C'est marrant que tu parles de Fargo parce que j'ai pensé à Fargo aussi. Ouais.
Il y a un côté comme ça où c'est plutôt ce qui est pas mal, c'est que c'est un film d'époque et que on respecte aussi l'esthétique des films qu'on voit de cette époque. Alors, c'est marrant que vous parliez de Fargo parce que moi, j'aurais bien aimé penser à Fargo. Ouais, c'est pas aussi. Attention, faut pas le survendre, c'est ça, c'est pas aussi rythmé. On a un côté vraiment. Le problème, il joue la montre, quoi. Enfin, elle joue la montre. Parfois, on voit une action se faire. Et on la voit se défaire, et ça met trop longtemps. C'est-à-dire que c'est bon, on a vu qu'il monte une échelle. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le voir descendre une échelle ? Alors, c'est exactement la scène de l'échelle que je pense, parce que moi, j'ai commencé le film. Déjà, je suis allé au Rialto, parce qu'il n'était pas diffusé dans les pâtés, évidemment. Merci le cinéma indépendant. Production Mubi, je me dis, ça y est, là, on se touche complètement. Moi, le premier, ma femme a un abonnement Mubi, donc je fais partie vraiment des FDP de base qui devraient aimer ce film. Attendez, je suis largué, là. Moi, trop de sigles. Je sais, trop d'informations. Excusez-moi, non, c'est l'habitude, je travaille dans l'éducation nationale, c'est pour ça. On a dit que c'était un braquage de musée qui part en sucette dans le pitch. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ce que j'ai essayé de dire. Le problème, c'est que c'est pas que le braquage qui part en sucette, c'est tout le film en fait. Et attendez, je vais finir juste. Ouais, en fait, pour revenir à ton truc, moi au début. Sans dire le spoil, en fait, j'apprécie comme toi la lenteur. Je me suis même retrouvé à compter le temps que duraient des plans. Et j'avais pas vu ça depuis les années 80 parce qu'avec l'esthétique Netflix qui fait qu'un plan dure 1,2 secondes maximum, j'ai apprécié ça. Et je repense notamment à une scène, pour le coup, ça ne divulgage rien. Le personnage va cacher les tableaux qu'il a volés. Et il prend du temps à mettre une échelle pour monter dans un grenier. Et là, je me dis, attends, c'est Buster Keaton, il va tomber. Et moi, je me suis dit, forcément, si elle passe autant de temps à nous montrer ça, l'échelle va se casser, il va tomber, et ça va être une sorte un ressort d'événement, un ressort comique, ou alors un élément perturbateur du film. Ouais, elle va se péter la jambe, tu vois. Et en fait, elle prend le temps de faire ça. Finalement, elle le fait pas. Bon, tant mieux, parce que sinon, ça serait largement téléphoné. On a eu le temps de penser à toutes les manières dont ça pouvait se passer. Mais tu touches le truc. Finalement, elle le fait pas, tant mieux, parce que c'était téléphoné. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est qu'elle le fait pas, mais du coup, elle fait rien. Alors, je pense qu'il y a une raison. À mon avis, c'est qu'elle veut nous mettre en immersion. Parce que tout le long, on a ce côté comme ça, très documentaire. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas dans un film de bandits standard. Et c'est ça que j'aime bien dans le film. On est dans un film où il faut un peu, à la fois dépoussiérer, mais surtout démystifier un peu. Parce qu'il y a un côté... De quoi on parle finalement ? Vraiment de gens qui perdent leur repère moral, qui vont faire des vraies bêtises et où on se dit, est-ce que c'est si glorieux ? Est-ce que voilà, donc il y a un côté comme ça. Attendez. En vrai, c'est pas boum boum tchac tchac, on enchaîne, course poursuite. Non. En vrai, il y a des moments, on s'ennuie, on se demande pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, et tout ça, quoi. Moi, je pense qu'aussi, il y a une volonté de souligner la médiocrité du personnage, la médiocrité des décors. Et ce qui est très, très intéressant, et on l'a entendu dans ton jingle, c'est la bande-son, pour moi, je trouve elle est géniale. C'est du jazz vraiment sophistiqué, qui rend hommage un peu au film noir, genre Chinatown avec Jack Nicholson. Justement, il y a un décalage avec cette bande-son qui est très chiadée, très sophistiquée, versus des plans pourris et une vie médiocre. Et je pense que c'est voulu. Moi, ce décalage m'a fait assez halluciner parce que le même film, t'enlèves en plus la musique, tu te pends en fait, quoi. Parce que ça ajoute une profondeur qui n'existe pas et je pense que c'est voulu et c'est assez malin. C'est marrant que tu parles de la musique parce qu'effectivement cette musique jazzy assez sympa, en fait moi je me suis un peu fait piéger parce que quand elle se lançait la musique je me dis enfin il y a quelque chose qui commence et la musique là boum boum, le jazz commence, il va se passer quelque chose, ils sont en voiture, ils passent comme ça et puis rien ne se passe. Deuxième fois, troisième fois, au bout de la 8e fois en fait j'ai compris que musique ou pas musique il ne se passerait rien. Et moi, mais est-ce que c'est pas voulu de dire en fait mais ce mec est médiocre et je vais pas en faire un truc fun? Alors non, mais tu peux raconter la vie chiante de quelqu'un dans un film qui n'est pas chiant, je pense. C'est quand même l'enjeu. Moi j'étais affligé. Je pense que si ça avait pas été le Social Club, je quittais la salle. Et ça m'est pratiquement jamais arrivé au cinéma. Il y a même un moment pendant 2-3 minutes, et c'était plutôt dans la première partie du film, j'ai décroché. Mon cerveau, il est parti ailleurs sur à quelle heure on rentre, les courses de demain. Imagine si tu avais vu un Mizoguchi ou un film comme ça, tu vois, contemplatif. Le truc, c'est plus de cet ordre-là. Oui. Par contre... on y vient. Moi, je vais venir là. Là, je vais lâcher les chevaux. Vas-y, finis ta... juste... en fait, le cinéma, c'est... Il y a des gens qui se déplacent, qui viennent, qui vont... Bien sûr. En fait, moi, je dis aux gens, mais si vous avez le contrôle technique à faire de la bagnole, faites-le. Perdez pas 2 heures à... Moi, il y a un moment où ça flippe trop, en fait. La vache.
Je sais pas, vraiment, c'est la première fois dans un film où je regarde autant ma montre. Parce qu'en fait, j'avais vu l'heure de début et la durée du film. Donc j'étais capable, via une formule mathématique assez sophistiquée, de savoir à quelle heure ça allait finir. Et en fait, je regardais et j'étais avec ma femme au cinéma. En fait, et elle était à côté de moi. Elle devait être dégoûtée. Est-ce qu'elle soufflait? En fait, je vous garantis que au moment de l'échelle. pendant un moment, je vais pas lui suggérer un film. On va aller voir La femme de ménage, Hurlevent, tout ça. C'est elle qui va choisir maintenant. C'est très bien, La femme de Et ménage. voilà, et ce sera très bien. Mais effectivement, et j'ai senti chez elle, comme chez moi, et j'ai senti aussi chez elle une sorte de soulagement quand le générique du film est apparu. J'ai dit enfin. Mais c'est un film qu'il faut voir seul, parce que sinon. Alors, un film qu'il faut pas voir. C'est un film qu'il faut pas voir. C'est pas un film qu'il faut voir. Non, je peux juste dire un truc. Vas-y. Alors, sur le jazz, moi, j'ai 2-3 trucs à dire. Si tu veux, le jazz, par essence, c'est l'anti-musique pop. C'est-à-dire, c'est une musique qui ne peut Élitiste. s'apprécier que quand tu as été initié. C'est ça. C'est-à-dire, les Beatles, t'écoutes, tu comprends rien à la musique, She Loves You, yeah, yeah, t'accroches direct. Le jazz, c'est plus compliqué. Le film s'aligne avec ça, selon moi. C'est-à-dire, attention, c'est pas un film qui s'offre facilement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas vous donner ce que vous avez l'habitude de manger. Moi, à la base, je suis client. Dès le début, et là où je suis pas d'accord avec Marc, c'est que en fait, les plans sont hyper chiadés. Non, mais ça, Ah voilà, très ok, beau d'accord. visuellement. Il y a des très beaux. Des belles photos. Non, ça, il y a Moi, rien j'en à peux dire. plus de Wes Anderson avec sa symétrie. Lui, il y a vraiment du travail Non, là, qui est fait. C'est très étudié, là. Par contre, moi, j'ai un petit souci avec le générique, c'est que ça se la joue un télo. C'est on va faire le générique en écrivant les textes en vertical. Moi, la dernière fois que j'ai vu un générique C'est graphique. graphique, c'était The Brutalist. Le mec, il te fait un générique complètement original, mais derrière, il envoie un film à la hauteur. Là, tu vois, c'est je te mets du jazz d'un télo. Je te mets un générique un peu chiadé, je fais des plans. Ça me dérange pas. Tu peux me prendre de haut, mais à la fin, il faut que tu m'aies convaincu d'avoir fait un truc. Et là où je rejoins Jérémy, c'est qu'à la fin, je fais... Est-ce que... Il n'y a pas le fond qui justifie autant de prétentions. Je peux me permettre, le jazz, c'est pas en fait, c'est juste un hommage au film noir polar, en fait, le jazz. C'est pas un télo, c'est qu'en fait, elle met en avant cet héritage médiocre qu'elle transforme. Mais si tu connais, si t'aimes les films noirs et néo-noirs, c'est ce type de bande-son. Et je pense que c'est fait exprès parce que c'est un film de braquage, finalement, quoi. Mais pour moi, c'est un mauvais film de braquage. C'est l'idée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux rendre hommage, tu peux rendre hommage à qui tu veux, mais avec un bon film. Ah ben, c'est le film d'un mauvais braquage aussi. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Je défends un peu ça. Non, je pense mais qu'elle met en avant que c'est des gens médiocres, quoi. Pour moi, c'est un cinéma du refus. C'est-à-dire, je vais vous le dire très clairement et de manière très rapide. C'est un film de braquage, mais la scène de braquage n'est pas vraiment drôle, pas vraiment impressionnante. Voilà, pourquoi pas? Il faut préciser, c'est ça. Parce que le pitch donne l'impression qu'on ouais. va voir un film où on nous l'a vendu comme ça. On va rater. Voilà. Enfin, le personnage va faire des gaffes, on va se marrer à cause de ça et tout. Et si Jérémy et sa femme mettent 5 minutes de plus à se garer et ratent le début, ils vont voir un film de braquage où le braquage a déjà eu lieu. Ouais, spoil. Et donc, il y a refus de ça. Ok, pas de problème. Après, le personnage, sans trop divulgacher, il se fait retrouver par des vrais méchants qui veulent mettre la main sur le butin. Je fais, ok, ça va peut-être être un film à la frère Cohen, les mecs se mettent dans une sauce incroyable, on va leur couper les doigts. Non, ça finalement, c'est très vite évacué. Ça non plus. Et à force de dire, en fait, je fais pas ça, le générique de fin arrive, j'ai pas compris ce qu'elle voulait faire. Ce qu'elle veut faire, c'est montrer la vie banale, c'est son truc credo. En fait, ce qui arrive au gars, ça peut nous arriver à nous. Enfin, t'es là, tu fais ton braquage, t'es nul, ça se passe pas bien, et puis bon, en gros, je pense que en fait, elle filme le quotidien, le banal, et donc c'est chiant, mais c'est son credo finalement. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on dit putain, oui, c'est pas Ocean Eleven, c'est sûr, on est d'accord là-dessus, c'est pas le Ice film où tout est là et tout, mais par contre, ce que je trouve intéressant, et là où c'est hyper étudié, vous l'avez dit, c'est que c'est des plans fixes, mais chaque plan fixe, c'est comme des cartes postales qui se multiplient. De chaque plan, plan, je suis d'accord. En fait, elle arrive à faire un truc donc qui est contemplatif et qui est chiant, mais parce qu'il faut apprécier chaque fois le cadrage, il est tout le temps étudié, et c'est vraiment une exigence, voire une obsession chez elle, de faire une succession de cadrages qui sont comme une carte postale de l'Amérique banale, quoi. Et ça, c'est intéressant, je trouve, quoi. Enfin, je suis peut-être le seul. Moi, ce que je trouve intéressant, c'était le côté, on n'arrive pas trop à cerner vite le personnage. Au début, il a un côté sympathique, et c'est assez subtil, mais elle a placé quand même des choses qui montrent comment il va se révéler petit à petit, sa vraie personnalité qui est assez réaliste et assez dissimulée tout le long, et où en fait, c'est plus ça le vrai travail qu'elle a fait pour moi, c'est de voir comment ça se passe, ce que les gens qui pensent un peu qu'à eux font, et puis finalement
Ça a l'air de rien. Il arrive à bluffer. On comprend comment il arrive à bluffer sa famille, parce que pendant un moment, le spectateur se dit ouais, voilà, qu'est-ce qui va se passer, c'est sympa et tout. Et puis au fur et à mesure, ça se révèle, quoi. C'est pas mal. Oui, c'est un mec qui se croit aussi plus malin que tout le monde. C'est ça. Et il passe d'une arrogance à, on verra pour le film comment ça se... Il franchit des lignes rouges évolue, aussi de manière progressive sans qu'on s'en aperçoive. C'est ce que j'ai noté en préparant le film, c'est l'histoire d'un type qui se croit plus malin que tout le monde, mais c'est selon moi aussi l'histoire d'un film qui se croit plus malin que tout le monde. Et pour moi, si tu veux, je suis passé d'une folle empathie avec ce personnage dans les 5 premières minutes à une antipathie. Mais j'avais aussi, mais le problème c'est que j'avais aussi le film en antipathie parce que pour moi le film et le personnage ont les mêmes défauts, c'est-à-dire que ce personnage il a volé des tableaux parce qu'en fait c'est un glandeur et ça peut être très drôle au cinéma les glandeurs, mais en fait finalement il va se retrouver dans une fuite en avant dont il ne sait pas quoi faire. Et il sait plus où aller, etc. Mais le film non plus ne sait plus où aller. Et à un moment, il y a en toile de fond la question de l'engagement de la guerre au Vietnam, dont on comprend très bien que ce fils d'homme de loi plutôt favorisé, contrairement aux jeunes Américains des classes populaires et moyennes, il peut se permettre de s'en foutre en fait du Vietnam parce qu'il est ni engagé en politique, il est même pas obligé d'aller faire la guerre au Vietnam comme les jeunes noirs qui croisent dans un bar, etc. Donc ça je trouvais pas ça inintéressant, mais de ce point de vue là j'ai eu du mal à pas entrer en antipathie et même il y a des personnages géniaux, hein. À un moment on retrouve des flics spécialisés dans le vol d'œuvres d'art. Il y a quand même un moment où je me dis ok là ça part, les deux mecs ils jouent bien, ça va être drôle. Tous les acteurs sont impeccables. Moi d'ailleurs c'est ce qui m'a fait aller voir le film. Il quitte le champ très vite. Mais même l'actrice qui joue sa femme, etc. Elle est incroyable, elle joue dans Licorice Pizza de Paul c'est Thomas un de mes Anderson. Films préférés de l'année où il est sorti. Et c'est juste quand j'ai vu la brochette d'acteurs, j'ai dit bon là je vais le voir, d'accord. Mais finalement, sinon, je finalement elle est là pour intégrer et pour renvoyer à l'antipathie du personnage une jeune femme pleine de charme, pleine de courage, mère courage face à lui qui finalement est un raté en fait. Ouais, puis elle lui oppose moi ce que j'aime bien c'est le silence, elle lui parle quasiment pas peu et c'est vraiment le silence face à son comportement qui est intéressant. Moi un truc qui m'a tué à la fin, c'est les scènes vraiment où là j'ai dit ouais, j'en ai un peu marre. Les scènes de, tu sais, il fuit et dans sa fuite, il a des moments de grande introspection devant une tasse de café. Et là, tu vois, on est censé comprendre qu'il s'est mis dans la sauce. Mais en fait, je me demande si je le regardais, je me dis, mais c'est lui qui se met dans la sauce ou c'est l'acteur qui se dit, mais qu'est-ce que je fais là dans ce scénario, ce qui se passe, attendez, c'est pas ça qui se passe à ce moment-là. Ce qui se passe à ce moment-là, pardon du spoil, il faudra vraiment mettre un spoiler alert sur le truc. Non, mais les gens n'iront pas le voir après ce qu'on a dit. Voilà. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est fait pour se dire au spectateur ah mais j'ai été naïf, j'ai cru qu'il avait. Non, moi j'ai été naïf de mettre 5 € là-dedans. Enfin, non, mais le moment. Attends, ce qui se passe quand il est devant sa tasse de café, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une vieille qui s'assied en face, d'accord ? Et on voit l'opportunité que d'un coup le type va basculer à nouveau dans un schéma. On se dit non mais c'est pas possible. Et en fait il le fait vraiment. Donc tu te dis ah ouais d'accord, je me suis laissé avoir. En fait ce type est pas comme le commun des mortels. En fait c'est là qu'il est défini, qu'on le voit se révéler quoi. Oui, il se révèle être un sale type en fait dans le fond. Mais je trouvais qu'il y avait des manières. Enfin il se trouve que moi j'adore les sales types au cinéma et j'en ai vu des beaucoup mieux quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, ce que t'aimes, c'est le sale type charismatique. Peut-être. Non, en fait, moi, peut-être le malentendu que je peux comprendre dans ce que tu évoques, mais c'est peut-être pas un malentendu, c'est que elle a fait exprès de pas enlever la médiocrité de cette histoire. Donc cette histoire, elle est chiante parce que l'histoire est chiante en fait. Et elle nous la livre dans le décor moche de l'époque, dans la classe moyenne moche où il évolue, dans sa maison est moche, tout est moche en fait. Tous les endroits, il y a pas la grange, même le musée il est moche parce que la ville est moche. En fait, on est vraiment, je crois que c'est un parti pris et ce qui rend le film chiant et moche quoi. Ouais, oui, mais alors là je vais me permettre, mais en fait il incombait à cette réalisatrice de raconter le chiant sans faire un film chiant. Et de la même manière, Flaubert, quand il fait Un cœur simple, il dit « J'aimerais écrire un livre sur rien ». Donc c'est très méprisant pour le personnage principal. Mais en fait, ce livre n'est pas rien.
Mais il y a quand même des gens, qui, contrairement à toi, s'ennuient en lisant Flaubert. Et du coup, là, c'est pareil. On va pas tomber d'accord, à mon avis. Oui, non, mais c'est ça qui est passe à intéressant. autre chose. Mais attends, j'ai encore des punchlines. Ouais, il y a juste un truc. Tu parlais de la guerre au Vietnam là dans le film. Effectivement, moi, j'ai lu plusieurs pitchs du film dans la presse et ça commençait souvent par sur fond de guerre au Vietnam. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est pas très bon sur fond de voilà. Non, mais ça revient plusieurs fois. Mais si, il y a quand même des plans où il y a la radio, la télé, on relate les combats et ça vient pas percuter l'histoire en fait. Ça percute parce que t'as des gens qui sont militants, engagés dans des trucs, et lui à côté qui fait du faux semblant. Il fait même pas semblant. L'acteur joue très très bien. Un très bon acteur. Ouais, bien sûr. Il a joué le prince Charles dans The Crown. Hein, c'est un Josh O'Connor, donc c'est un acteur de la scène indépendante, mais qui a fait une percée avec The Crown et avec le dernier à couteau tiré sur Netflix avec Daniel Craig là qui joue le prêtre. Et donc il fait une percée, mais en fait on est dans le cinéma indé, donc après on a toujours les mêmes débats et c'est sûr que mais les acteurs, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, ils sont tous excellents quoi. Ils jouent très juste et lui il joue la banalité, la médiocrité de manière magistrale quoi. Alors que c'est quelqu'un dans d'autres films qui est assez charismatique dans The Crown et dans l'autre film et là il en devient moche alors que c'est un mec, c'est excellent. Il est là avec son vieux pull, son calbar et ses chaussettes à traîner comme un gland. Et même ça, il le joue bien sans dire un mot, quoi. Alors, moi, c'est un film qui m'a énervé pour une raison simple, c'est que tout est suggéré par petites touches. Et pour moi, ça, c'est l'apanage des gens qui, au bout d'un moment, se pensent très intelligents et s'adressent voilà, et si tu veux, c'est pas vraiment un film à suspense, c'est pas vraiment rigolo, mais il y a quand même un peu des blagues. C'est pas vraiment il se passe pas quelque chose, mais il se passe quelque chose quand même quoi. Ça c'est un film d'auteur. Et pour moi c'est exactement non c'est pas vrai, je veux pas. Et donc pour moi en fait The Mastermind est au cinéma ce que la bistronomie est à la restauration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose dans l'assiette. Ça peut être bon, faut essayer, faut goûter. T'as goûté, t'as trouvé ça pas mal, mais t'en as pas eu pour ton argent. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé excessivement élitiste et que je fais partie de ceux qui sont pas emballés, c'est vrai. Allez. Bon je crois que la messe est dite. Non mais voilà, donc on laisse nos amis trancher parce que c'est vraiment deux contre deux. En fait on sera pas d'accord, c'est clair. Mais non, c'est clair. Mais c'est bon comme ça aussi. Et une dernière chose que je voulais dire qui m'a mis en colère face à ce film, c'est que ça se présente quand même comme un anti-Netflix. Pourquoi pas ? Moi le premier, j'en peux plus de l'esthétique Netflix, dans le rythme, dans la mise en scène, c'est insupportable. Et en même temps, tu te proposes d'être l'anti-Netflix et tu fais un mauvais film. Donc du coup, tu dis que en faisant un mauvais film anti-Netflix, tu donnes l'impression que Netflix c'est bien. Et moi ça m'agace un peu. Non, l'anti-Netflix c'est le côté, tu sais, qu'on appelle maintenant les fun films, ou c'est les films que tu peux regarder en regardant ton téléphone en même temps. Et tu pouvais faire plein de trucs là pour le coup pendant le film. Non mais en fait tu peux pas faire ça au plus parce que tu rates tout, parce que c'est que du contemplatif. C'est peut-être là l'opposition avec Netflix quoi. Je suis d'accord. Est-ce que tu veux... Alors, néanmoins, ça m'a quand même donné envie de voir le film pour lequel elle est connue, la réalisatrice, qui est First Call, sorti en 2019. Ouais, vraiment. Ça, et récompensé à Deauville. Comment ça s'appelle comment ? First Call, la première vache. Première vache. D'accord. Première vache, attends, rapport avec... Oh, ok, bonne transition pour professionnel. Mais je crois que j'y donnerai sa chance quand même. Allez, merci pour elle. Jingle. I mean, even the word still, I think, is a bit inappropriate. It's interesting. It continues to be interesting. The smell of piss is so strong. It smells like decent bacon. Kevin's getting footloose on the overspill underneath the piss station. 2 pints destroyer on the cobble floors. No amount, whatever is gonna chip the chip off. It's the final countdown by fucking Journey. I woke up with shit in my sock. Un extrait du concert pour Arte des... Non. C'est pas nous qui retournons le micro. Hein. Alors là, c'est un extrait du concert des Sleaford Mods qui a été enregistré il y a quelques années pour Arte. C'était un extrait de leur premier tube qui s'appelle Tied Up in Knots. Et donc, on s'intéresse aujourd'hui au nouvel album des Sleaford Mods dont seule Marc sera capable de prononcer le nom. Je crois pas, non, mais ouais. Le mec, il a parlé de tube, ils ont 30 000 abonnés sur Netflix déjà, ça va. Tu veux dire sur les plateformes de streaming ? Pardon, ouais, enfin sur Deezer en l'occurrence. Bah, c'est déjà plus que nous. Oui, c'est quoi le titre de nous. l'album ? Pourquoi il est imprononçable ? Je me souviens plus. The Demise of Planet X. C'est le nom du groupe qui est difficile à dire. Sleaford Mods, mais après bon. Sleaford. C'est le nom d'une ville. Alors, est-ce que je peux poser une question ? Quelqu'un s'est renseigné sur ce que c'est les mods exactement ? Parce que moi, je me suis posé la question et j'ai pas eu le les temps mods, d'aller... c'est des sortes de dandy, mais c'est pas exactement ça. Il faudrait que je vérifie. Voilà, c'est ça. Ouais. On a d'autres exemples ou pas, à part eux ? En mods ? Ouais.
C'est une expression, là, un Ouais, mod, mais il y a les d'autres mods. gens qui se réclament de ce mouvement ou Ça pas? me dit vraiment rien. Non. J'ai peur que ta question nous éloigne du fond. Mais Ok, non, mais c'est parce que ça peut-être par m'intriguait rapport- un peu. Ah, ok. Ok. Il n'y avait pas ok. un groupe de rock dans The Mods ou... enfin, il y a le... Ouais, c'est une expression Ouais. qu'on retrouve souvent à l'époque des années 70, tout ça, les mods. Pourquoi j'ai choisi ce disque? Parce qu'il faut que j'assume, donc avant de me faire éclater, Ouais, je vais parce vous dire que pourquoi. est-ce que tu nous en veux personnellement ou c'est la question que j'avais. Ouais. Non, En fait, j'ai découvert ce groupe grâce à un documentaire d'Arte qui s'appelle Bunch of Kunst, où on suit ce jeune groupe indépendant en tournée en Angleterre. Et il se trouve qu'on va y revenir, mais la musique est quand même assez singulière. Elle est typique d'un style, etc., qui n'est pas du tout le mien. Et j'ai été pris en affection pour eux parce que dans ce documentaire, vous allez vraiment voir le quotidien de ce groupe, etc., qui est quand même assez original. Et je les suis de loin depuis un moment. J'ai pas compté les albums, mais ils sortent très souvent des albums, etc., pour le meilleur et pour le pire, j'imagine. Mais comme ils venaient de sortir un disque là, je me suis dit, tiens, ça fait un bail que je les ai pas écoutés, et donc je vais écouter. Voilà. moi je les avais dans mes playlists sur un morceau. Et je me suis dit, Mais t'as tiens, tout dans tes playlists. La dernière fois, t'avais le Lion. j'avais Face to Faces, ce morceau-là, et je me suis dit, ah oui, d'accord. Et j'ai réécouté, et donc je pense que ça vaut son pesant d'or quand même. Pour Mais- résumer le style, ils sont deux, hein, donc ils font la musique ensemble et ça repose vraiment sur une rythmique extrêmement simple et répétitive et un chanteur assez costaud qui déblatère, quoi. Et c'est Marc qui me faisait remarquer que ça fait penser à un groupe qui s'appelle The Streets. Voilà, et donc j'ai choisi l'extrait parce que c'est un de leurs morceaux les plus connus, même si, désolé Jérémy, ils sont pas hyper connus, mais on retrouve vraiment cette rythmique très redondante et ce flow particulier. Ça m'a fait penser à une manif aussi. Par moment, le type il part, il crie et tout. On a l'impression d'être vraiment embarqué dans un truc où le type n'hésite pas à prendre à partie, à presque insulter le public et des trucs comme ça. Donc on a un peu peur, il y a une ambiance, on attend le pogo, on attend un truc avec des bières dans les coins, c'est un peu l'ambiance, des ouais. chiens, on est dans la rue, on sait Ouais. pas. Il se trouve que j'écoute cette musique quand je sors d'une réunion RH et que j'ai envie de tout cramer. Exactement. Et c'est parfait pour les petits babtous dans notre genre, qui sont pas des méchants, mais qui des Qui ont fois besoin sont de un se peu défouler. vénères. Et voilà. C'est ça. Donc ça m'aide à faire ça. Quand j'ai crevé un pneu, c'est ce que je mets dans mes oreilles le temps d'aller chez Noroto, tu vois. C'est ça. Alors j'ai regardé dans quelle playlist je l'avais mis. Moi j'ai mis dans la playlist Riot, émeute. Donc Ouais, c'est-à-dire bah, qu'en ça va gros, bien, ouais. Je savais pas que t'étais Mais tu dois vénère être comme ça, fiché, non, Maurice. quand t'as une playlist de Riot, normalement, c'est... Ouais, Dans ma mais il y a playlist, des. alors, j'ai ma playlist 11 septembre, je l'ai mis. il y a un côté quand même en même temps un peu plus harmonieux, mais alors j'avais d'autres trucs dans la playlist comme Billy No Mates ou Ça y est, c'est le moment où il nous lâche des noms. qu'on connaît pas. Laurie Anderson qui fait des dissonances un peu aussi, voilà. Michel Thor aussi, non, t'as fait, non? Non, non quand même. Mais par contre, dans ça, on a quand même une belle voix des fois qui sort comme presque du Dionysos, du Cake. Il y a du travail sur le son quand même. Et c'est pas aussi chaotique que ça pourrait être tout le temps. Voilà, c'est pas juste du bruit. Alors, c'est bien crade. Voilà, c'est du bruit C'est du bien bruit crade. crade. Travaillé, mais bien crade. Et quoi. moi, ce qui m'intéresse avec eux, c'est pas toujours réussi. On va y revenir, notamment dans cet album-là. C'est un des trucs qui m'a pas le plus plu. Mais en fait, ce qui m'intéresse avec eux ces dernières années, c'est quand ils font des featuring avec des artistes de styles complètement différents. Très connu aussi, non? Ouais, exactement. Non. Non, si, Aldous Harding, elle est super connue. Je suis désolé. Désolé, mais moi je fais... Elle est connue des connaisseurs. Ou alors, si, Ah oui, ouais. peut-être en écoutant, je vais dire ah oui, c'est ça, mais là, Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse quand il y a ce mix-là. Et sur cet album, j'ai pas compté les duos, mais il y en a 3 Il y a ou beaucoup 4. de collabs, ouais. Ouais, voilà, il y a beaucoup de collabs, plus ou moins réussis, etc. Il y en a un qui est vraiment cool, mais sur l'album précédent avec Amy Taylor. Vraiment, il y a des trucs très intéressants. Je sens que Marc a un carton jaune à donner. Je pense qu'il faut qu'il le Non, sorte. mais je sais pas. Oui, parce que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le morceau de 41 minutes, là. Parce que- ah ouais. J'ai compris la vanne. Je viens de percuter. Ouais, j'espère que tu la comprennes. Non, pardon, mais non, ok, non, moi j'adore le punk. Après, j'ai du mal avec le post-punk. T'as du mal avec le chien qui va avec. Ouais, c'est en gros, ouais. Non, moi, Et la 8-6. j'adhère au côté punk. T'es à fond dans la bagnole, t'en as marre. Mais le post-punk, c'est là où d'un coup il y a cet héritage. Alors, il faut pas dénigrer le post-punk qui vient après le punk en disant oui, c'est des bourgeois qui s'encanaillent et ça, j'aime pas ce débat. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a. Et là,
moi, ce que tu reprochais à la réalisatrice tout à l'heure, ben je vais mettre là. C'est là où moi je sens la posture chez eux. Ouais, les mecs un peu bourrés. Dans le documentaire, on sent un peu ça. Habillés à l'Oasis avec leur vieux Kawaii, mégatonne, ils crachent sur les gens. Moi, c'est là où j'ai l'impression, comme toi, tu as ressenti pour Kelly Richards, peut-être un manque d'authenticité avec le producteur qui balance ses lo-fi finis à la piste là. Mais si on se limite au son, il y a une efficacité quand même. Alors par contre, j'écouterai pas ça tous les jours. Non, mais après, et le moment où tu as envie de changer le monde, à la limite, tu te mets ça peut te booster quoi. Oui, ça... mais c'est pas du Guronzan la musique en même temps, tu vois. Et je viens de dire. Ok. Non, pardon, c'était une vanne bien sûr. Mais t'as raison que des fois, notre humeur s'adapte à la musique et vice versa. Mais si tu veux, j'ai du mal parce que ça m'a un peu clairement pété les oreilles. J'ai du mal avec les loops parce que moi j'ai un cerveau qui fait comme des vers de musique et les loops après je bloque dessus, donc j'ai du mal. Et là bon, après c'est faussement mal fait, c'est faussement simple, c'est quand même étudié, donc je vais pas non plus là-dessus, mais je voulais faire la blague en disant que si je veux écouter des Anglais bourrés parler fort, je vais à Antibes-l'été quoi. Pas besoin de... Je suis pas sûr qu'ils aient autant la gouaille que... non, ils font pas de manif. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que évidemment, tu sens que leur esthétique, fut-elle, et ça reste à vérifier, mais fut-elle sincère au début, elle a été récupérée pour grossir le trait. Et c'est dans le documentaire, tu vois que leur premier public est vraiment un public de prolos qui se sent tout d'un coup représenté par les textes, etc. C'est ça. Il se trouve que typiquement, je suis cette part de leur public qui est bourgeoise en fait. Donc, si tu veux, le décalage, il marche à plein. Oui, je suis d'accord avec toi. Je peux pas. Mais il y a quand même un morceau. C'est le deuxième. Je sais plus comment il s'appelle. Il a un petit. Il démarre en faussement énervé, puis ça part en un petit côté un peu plus jazzy. Des fois, il y a des trucs intéressants quand ils arrivent à hybrider leur style. Par contre, c'est la première fois que j'entends du spoken word. On peut appeler ça comme ça, du spoken word punk rap. Ça, c'est une première fois de ma vie que j'entends ça. C'était pas déjà le cas des Streets? Non, c'est en plus hip-hop. Okay, il y a du flow dans les streets. Là, il y a zéro flow. Ouais. Là, ils appellent ça le rant. C'est espèce de manière énervée, moitié bourrée des prolos de parler. La rumination, quoi. Ouais, ça. Avec un T à la fin. Genre, ouais. Ils font que râler, quoi. En fait, non, parce que The Street, c'est vraiment du hip-hop. Donc, il y a du flow, il y a du beat. Là, on peut vraiment classer dans du hip-hop. Là, c'est vraiment le mec qui prend son micro, il braille avec son accent des Midlands bien crade, bien dégueulasse, ou travaille ou pas. C'est vraiment le prolo bourré, t'as l'impression, avec un mec qui a une boîte à rythme qui appuie comme ça dessus. Et ça, c'est délire, j'avoue. Après, juste, le problème, c'est que j'aime pas musicalement ce qu'ils font, mais je comprends le délire et je comprends que des mecs disent putain, en fait, c'est trop fun, quoi, tu vois. Bah, moi, le premier, je peux pas écouter le disque en entier. Hein. J'écoute 2 morceaux par-ci, 3 morceaux par-là. J'ai mis en bossant, c'est pas une bonne idée. Hein. Ah non, c'est pareil. C'est vraiment faire un truc qui soit très. Ça dépend sur quoi tu bosses. L'administratif, quoi. Et tu fais putain, Excel de merde. Si tu fais de la peinture, si tu veux faire un Pollock, c'est super. Non, t'as envie de casser ton ordi, te bourrer la gueule, en fait. Tu peux pas faire de l'Excel en faisant ça, c'est pas bon. Là où je dois reconnaître que, en fait, je suis pas si fan que ça, c'est qu'en fait, le moment que j'adore, c'est quand il se tait et qu'il y a le featuring qui commence. C'est-à-dire que quand Aldous Harding commence à chanter, je fais ah, ça fait du bien. Non, mais ça le fait à plusieurs reprises dans les featuring. Tu dis enfin, ça change un peu. Faut les voir en clip parce que ils ont une gueule, quoi. Non, mais c'est énorme. Genre, c'est pas pour critiquer le physique, mais ils ont c'est même leur physique est travaillé presque par rapport au truc, quoi. Ouais. Le chanteur, il a une manière de grimacer. Qui est sûrement, je pense, il y a de l'acting dedans, je pense qu'il... je suis pas sûr. Ou pas, s'il faut être tout le temps comme ça, il est insupportable. Sa femme avait l'air de dire que oui, hein, dans le documentaire. Mais ça m'étonne pas, en vrai. Non, franchement, le documentaire est vraiment un terme musical. Il est encore disponible sur rp.tv, ça s'appelle Bunch of Kunst. C'est vraiment génial. C'est vraiment... Peu importe que ce soit forcé ou pas, c'est l'équipe des Bras Cassés qui monte un groupe et qui font une tournée dans une Opel Corsa. Je te jure, c'est vraiment génial. Attends, Bras Cassés, en tout cas, ils ont quand même sorti entre 2007 et 2026 12 albums studio, une vingtaine d'IP et des compiles live. En fait, par contre, ils sont hyper prolixes, quoi. C'est-à-dire qu'ils font un mort de prod, ils envoient beaucoup de... Bon, tu me diras... on peut dire que c'est facile pour eux ou pas, mais c'est faussement facile et c'est des gros taffeurs en tout cas parce que ça sort beaucoup de collabs, de prod et ils sont signés chez un label londonien que je connaissais de nom, c'est Rough Trade Records et qui est un peu emblématique de la groupe, tout ce groupe un peu post-punk, la scène indé, The Smiths, The Strokes. Donc en fait ils ont été quand même signés chez un gros label et donc c'est faussement des charlots quand même. Ça, c'est bien clair, sûr. Quoi. Mais d'ailleurs, ils donnent le genre, mais derrière ça envoie quand même beaucoup. Mais et je trouve qu'il y a un truc improbable. Justement, tu le vois bien dans le documentaire, c'est-à-dire que lui, il a un micro sur pied et il tient la scène, et son comparse, il pose un ordinateur
Il pose vraiment un ordi sur des caisses de bouteilles en plastique. Et en fait, il a une bouteille de main à la bière et il fait ça comme ça en arrière tout le set, quoi. Bah, comme David Guetta, finalement. Ouais, un peu. Sauf Et que finalement, ouais, voilà, sauf qu'il lève même pas les mains, quoi. Donc, vraiment, c'est un groupe, je l'ai choisi aussi pour son esthétique singulière. Ouais, et Jérémy, on t'a pas Et trop Jérémy, entendu. j'allais dire, est-ce qu'il peut nous donner une conclusion? Sa conclusion, l'arbitre. Alors, j'ai pas regardé le documentaire parce que, en fait, je connais Anthony. Et en fait, il a envoyé l'album qui est. Il savait que j'allais trouver ça nul et inaudible, et du coup il a fait le service après-vente. Il a dit non mais regarde le documentaire, parce qu'en fait ce disque nul et inaudible, dans le documentaire ils disent que c'est parfois pas mal, et du coup en fait j'ai vu arriver le truc, j'ai dit je ne vais pas regarder le documentaire, je vais juste on est au Pambagna Social Club, on est là pour donner son avis sur le disque en lui-même, et voilà, nos auditeurs ils vont pas forcément avoir le documentaire non plus. Et non, pour moi, j'ai pas réussi à écouter. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Alors que tu écouterais les autres membres du label dont il parlait tout à l'heure, The Strokes, tout ça. Mais bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour moi, j'ai pas réussi, mais c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je peux pas écouter. J'ai essayé de le mettre en fond pour bosser, c'était impossible. Dans la voiture, c'était impossible. D'ailleurs, quand on était plusieurs dans la voiture, ma famille, ils m'ont dit non, remets l'Olayum, le truc que tu nous avais mis la dernière fois. Et voilà, donc bon, bah je suis passé au travers, tant pis pour moi. Globalement, ça dépend. C'est quoi? C'est un concept, c'est des Anglais qu'on enregistre sur un chantier, quoi. Pour moi, c'était ça au début. On dit que t'as un piqueur qui tape. C'est les syndicats qui viennent et qui arrêtent le chantier. Au début, j'ai fait oh là, les loops de beat en mode marteau piqueur années 80 crade. J'ai fait putain, c'est chaud. Au bout d'un moment, tu dis bon, allez, j'y vais. Et bon, et ton oreille après, elle s'habitue. Mais le premier, quand t'as pas l'habitude de ce groupe-là, c'est percutant quand même. Non, mais vocalement, il y a quelques petites phrases, mais par contre, le fait que ce soit en boucle, ça vient vite les user. En fait, moi, je pense que ça habillerait très bien une vidéo de 30 secondes sur des mecs au skatepark en train de faire des figures urbaines. Voilà, non, très, très, très bien. Mais après, pour écouter ça, chapeau à ceux qui arrivent. Okay. En fait, ça rejoint pas mal je vais rester, c'est un groupe que j'aimerais aimer. En fait, plus que je ne l'aime. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous vends le documentaire, parce qu'en fait, je crois que j'adore ce documentaire, mais j'aime pas autant le groupe, en fait. On aurait dû chroniquer le documentaire. Ouais, carrément, la prochaine fois, on se chronique le docu. Ouais, on va vous mettre le lien. Ouais. J'ai eu un peu de mal, j'ai fait autre chose en même temps aussi. Est-ce qu'avant de passer au livre, je peux faire un petit instant promo? Ah non, Marc, tu voulais dire Non, juste s'il passe le 10 mars au Casino de Paris. J'irai pas, mais... Oui, voilà, on est au point. Au cas où ceux qui... Ne nous cherchez pas dans la salle. Après, je me dis, si vraiment t'es pompette J'ai dit pompette. Oh, non, Anthony, il faut pas être pompette pour écouter ça. Faut être un stade supérieur. Faut se murger. Faut être drogué, je pense, même. Ouais. Oui, j'avoue que la bière, ça sera peut-être un peu léger. Ah non, c'est insuffisant, le tir framboise, là. Juste pour vous dire que, alors, on n'a pas encore des soutiens financiers, mais les éditions Le Bruit du Monde m'ont envoyé un roman à sortir, je ne sais plus quand, d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, parce que j'ai même eu le petit document. Ça sort le 5 mars. C'est un premier roman de Sophie Boutière d'Amaï. Ça s'appelle La part des vivants. Et c'est une histoire de famille qui se passe dans le sud de la France. J'ai pas eu le temps de lire, etc. Mais si vous aimez les enquêtes familiales en littérature, ça peut vous plaire. C'est fait par une très bonne maison qui s'appelle Le Bruit du Monde, et une maison marseillaise. Donc c'est pas tous les jours. Et après, je ne sais pas pourquoi, les éditions Gallimard m'ont envoyé ça. Allez, sponsor. Je pense pas que ça a un lien avec le Pambagna Social Club, puisqu'on a 40 abonnés. Donc c'est un sponsor, mais c'est un énorme pavé de Algrimur Helgason. Ça s'appelle 60 kilos de coups durs. C'est un auteur islandais. Voilà, merci Gallimard, ça fait plaisir. Alors, l'Aritine de Stellaire, donc c'était un nom un petit peu barbare. Stellaire, elle a été nommée en l'honneur de Stellaire, qui était un explorateur arctique. Autrement dit, ce qu'on appelle les vaches marines. C'est une espèce qui vivait dans les eaux très froides, donc détroit de Bering et du Commandeur, probablement une partie de l'océan glacial arctique. Lorsque les expéditions maritimes sont arrivées, les lamentins, les Siréniens en général, sont des animaux qui sont curieux, naïfs et curieux. Ça a coûté la vie, globalement parlant, à l'Aritine, puisque là encore, les marins, après plusieurs semaines de mer, voyant s'approcher de leur bateau des masses parfois assez imposantes, soit pouvaient prendre peur que ça n'abîme la coque, soit y voyaient une source de nourriture fraîche très abondante, ce qui n'a pas manqué de se produire évidemment. Et donc l'Aritine, on l'a perdue en quelques 30-40 ans, mais encore une fois, les populations naturelles devaient déjà être sur le déclin. J'ai
j'ai été un petit peu long pour introduire ce roman. C'est L'extinction des vaches de mer d'Adèle Rosenfeld. Adèle Rosenfeld, c'est son second roman. Elle avait été remarquée en janvier 2022 avec Les Méduses n'ont pas d'oreilles chez Grasset. Là, elle le re-signe chez Grasset, son deuxième roman, en janvier 2026. L'extinction des vaches de mer. Adèle Rosenfeld, elle travaille dans l'édition. Il me semble qu'elle est correctrice. Je ne veux pas dire de bêtises, je suis pas sûr. C'est ça. Et elle sort du master de création littéraire. Donc, elle fait partie de cette nouvelle vague de romanciers qui ont été formés dans les universités, master de création littéraire. Je crois qu'il y en a que 3 en France. Il y en a un à Paris 8, il y en a un à l'Université du Havre et il y en a un à l'Université d'Aix-Marseille. D'ailleurs, si un jour vous avez des velléités, je vous annonce que le master de création littéraire d'Aix-Marseille peut se faire à distance, contrairement aux 2 premiers. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien, je vous le dis. Voilà. Et donc, j'ai choisi ce roman parce que il se trouve que je l'avais dans les mains et que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Marc, il me semble que tu as beaucoup aimé. Oui, d'abord j'ai commencé à le lire en déjeunant, c'était pas une bonne idée. Puis après j'ai essayé de le lire sans manger parce qu'on va en parler, ça fait partie des sujets du livre. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, sans entrer dans le détail. J'aime beaucoup l'autrice aussi, son histoire, ça me touche beaucoup et ça m'a donné envie de lire aussi son premier roman, donc les Méduses n'ont pas d'oreilles. Alors, juste avant de vous donner la parole, messieurs, je vais faire un pitch assez rapide. Donc, on se trouve en gros sur un bateau d'exploration en Europe du Nord à un moment de désarroi total puisque l'expédition est perdue, les hommes sont malades et affamés et ils atterrissent sur une terre dont ils ne savent pas exactement si c'est une île ou une péninsule et ils voient apparaître des formes étranges qui slaloment autour du bateau, qui les effraient un peu d'ailleurs et il semble que c'est un animal qui a aujourd'hui disparu, qu'on appelle la vache de mer. Ça se rapproche du Lamentin et donc on va suivre la vie de ce bateau échoué sur une île perdue au nord de l'Europe jusqu'à son départ et il y aura une dernière partie du livre qui est beaucoup plus autobiographique et on y reviendra sans doute. Alors, qui veut commencer ? Ouais, j'ai bien aimé aussi. Il y a un style qui me convient plus que voilà, qui est travaillé aussi. Est-ce qu'il y avait des virgules, Maurice ? Il y avait des virgules et il y avait. Parce que ça a manqué chez Constance. Alors, il y avait des trucs qui me piquaient un peu. J'appelle ça un style à écharde, on va dire. Il y avait des choix de terminaison en A, c'est des trucs qu'on n'entend pas qui vont un peu loin, mais qui sont utilisés quand même avec finesse. Tu veux parler du subjonctif passé ? Ouais, exactement. D'accord. Là, t'es là, tu dis et par contre. On a le droit. On a le droit. On a le droit. Et j'ai même aimé jusqu'au papier sur lequel c'était imprimé. Donc tu dis voilà. Non, mais par contre, on a des références un peu aussi qui sont là. Ça fait penser à Heart of Darkness, le livre qui a inspiré Apocalypse Now. C'est de la même manière aussi intemporel parce que quand c'était adapté, on peut le changer d'époque. Là, c'est pareil. On nous dit avec quelques éléments un peu elliptique qu'on est en 1700 et moitié par là, quoi. Mais à part ça, on le saurait pas, ça serait à n'importe quelle époque pareil. Le naufrage, ils ont les mêmes éléments, ils ont à peu près tout pareil entre les mains. Et voilà, on aurait la même histoire qui se produit. Donc ça marche bien. Il y a quand même enfin, je veux pas trop te contredire, mais un peu quand même. On est dans un monde où il n'y a pas de moyens de communication. C'est aussi pour ça qu'ils sont dans la sauce. Ouais, au bout de quelques semaines après un naufrage, oui, je suis d'accord. Des moyens de communication, tu n'as plus de batterie. Oui, non, mais on serait pareil. En tout cas, dans le même jus. Ils sont obligés. Personne ne leur viendra en aide. C'est ça qui est assez intéressant. Et la vache de mer va arriver aussi à ce moment-là. Peut-être que alors. Elle a pas. Je pense que son intention était réellement là de faire imaginer que quand même on est toujours capable de faire la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai que la manière dont les marins exécutent brutalement cette espèce se produit facilement. D'accord, je vois ce que tu veux dire que la problématique reste actuelle et puis on a toutes les images qu'on a pu voir, que ce soit il y a une communication aujourd'hui qui est présente sur je sais pas, les brutalités qu'on peut faire aux animaux en tout genre, quoi. Il y a des groupes qui diffusent là-dessus et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un ton shakespearien aussi. Il y a une référence. J'ai l'impression que c'est un peu comme Sylvain Tesson. Il y a une espèce de. Ça va pas jusqu'à la misanthropie. Heureusement, elle a une deuxième partie à la fin où elle. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, parce que Tesson, c'est connoté aussi. Moi, j'ai pas lu.
Quand tu dis il y a un côté Sylvain Tesson, je voudrais pas qu'on croie qu'il y a un côté réac en fait. Mais non, mais Tesson, attention. C'est un peu quand même le gars qui dit c'était quand même mieux avant quand il y avait que des églises et que les gens arrêtaient. C'est ce que j'étais en train de dire. Heureusement, il y a une deuxième partie qui est là, quand même pas pour rien. Au début, je me suis dit, il y a un côté Tesson pour l'écrivain voyageur, tu veux dire. Ouais, pour deux choses, parce que Tesson, les gens connaissent pas ses nouvelles, mais elles sont brillantes. Les nouvelles de Tesson, c'est shakespearien. L'histoire donne des frissons, quoi. Et par contre, effectivement, il faut pas trop aller du côté politique et tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'elle met quand même un deuxième volet plus personnel à son histoire. Au début, on se dit tiens que ça vient faire là, mais quand même, elle vient adoucir un peu le point de vue, parce que sinon on a l'impression qu'on est plutôt dans de la misanthropie, dans aimer les animaux, mais il faut quelque part, il faut un moment de dire qu'on aime aussi les humains, quoi. Donc comme ils ont quand même une sale image qui est montrée tout le long de l'histoire principale, c'est bien de rappeler que les humains peuvent aussi avoir un lien parfois, être intéressant, et donc elle reparle de ses proches un petit peu, du rapport, et où finalement de la perte d'un grand-père, etc. Et on a l'impression presque qu'elle tourne, elle pivote et elle s'identifie un peu à ces une fois qu'on est sociaux, on va dire, elle s'identifie un peu à ces animaux-là et des trucs comme ça, voilà. Ouais, c'est tout, à peu près. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, la première partie, j'ai beaucoup aimé l'idée de... moi, j'étais bien. Je suis parti dans un roman d'aventure. Un bateau qui s'échoue. Comment on survit. Il faut faire du feu. On tue des animaux pour survivre et tout. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu du mal, par contre, à faire le lien entre les deux histoires, honnêtement. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression que du coup, la première histoire servait de prétexte à la deuxième, en fait. Alors moi, elle me bottait très bien, la première histoire. Et la deuxième, elle est très bien. Il y a peut-être matière à faire 2 livres, en fait. Oui, c'est comme si c'était une nouvelle à côté, quoi. Ça ouais. Et je trouve le lien entre les deux est pas tellement évident. D'ailleurs, elle passe quelques lignes à essayer d'expliquer le lien. Et si elle a besoin de le justifier, c'est qu'il est pas évident. Ça pouvait s'enlever. Ouais. Alors, le livre marchait quand même. Exactement. Et j'ai même l'impression qu'elle accélère le rythme de la première histoire pour dire maintenant il va falloir passer à la deuxième, donc voilà. Ah non. Je sais pas, je trouve que la résolution du problème de la première histoire est un peu passée à la trappe, je trouve. Voilà. Du coup, ce qui m'embête un peu, j'ai aimé le livre, donc je passais du temps à faire quelques reproches, mais en vrai, j'ai vraiment passé un bon moment à lire. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression c'est un petit piège entre guillemets. Alors c'est pas un piège, mais en gros, on me raconte une histoire, donc très bien, j'adore les histoires. Mais en fait, je me rends compte que c'est le prétexte pour me parler d'une deuxième histoire qu'on va pas me raconter, parce que la deuxième histoire, elle est effleurée par bribes. Et beaucoup de tabous. L'histoire avec beaucoup de tabous. Ce deuxième personnage, forcément, c'est quelqu'un de sa famille, donc elle l'affecte et tout, mais nous on le connaît pas. Donc, et comme elle nous en dit très très peu. Du coup, en fait, voilà, je lis une histoire qui me plaît, mais que je me rends compte aux 2 tiers que en fait, c'est des prétextes pour parler d'une histoire qu'on va pas me raconter. De ce point de vue-là, j'ai été un peu sur ma faim. Et il y a un petit point commun avec le livre qu'on a lu la dernière fois également, de Constance Debré, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de point Godwin. C'est-à-dire, à nouveau, on nous parle du nazisme et de la Shoah et tout ça à un moment donné où ça n'a pas de rapport avec l'histoire et ça devient la fin de l'histoire. C'est étrange cette similitude. Est-ce que tu vas nous faire que des livres qui ont ça dans le truc? Non, parce que quand je l'ai proposé, je l'avais pas terminé, donc et ça arrive très tard dans le livre. Mais c'est étrange un petit peu. Mais par contre, c'est quand même dans un style où il y a une cohérence. Il y a un point Godwin dans le Constance Debré? Ouais, elle va là dans sa piscine municipale à Berlin et elle dit oui, il y a plus les drapeaux, mais c'est la même piscine que les nazis, etc. Et on dit mais pourquoi Enfin voilà, c'est pas moi qui l'ai remarqué, mais j'ai discuté ça m'a du pas... livre. D'accord. Et puis. Donc moi j'ai bien aimé. Voilà, la première partie j'ai beaucoup aimé. La deuxième c'est bien écrit, mais je vois pas trop l'intérêt. Dommage. J'aurais préféré continuer plus détailler la première partie. Après, il y a un truc, il y a un mécanisme qui m'a un peu amusé. Je sais ce qu'il va dire, je le connais. La comparaison des vaches de mer avec le corps féminin, je trouve qu'elle en fait quand même beaucoup. Oui, comme disait Jérémy, si on lit pas le livre, on se rend pas compte. Il y a quand même une espèce de notion un peu zoophile dans les fantasmes du personnage, et on est là, on est mal à l'aise. J'étais gêné. Juste par rapport à ça, je pense que c'est lié à l'écriture d'Adèle Rosenfeld, qui est donc malentendante de naissance, et qui a dans tous ses bouquins une écriture dite sensorielle. En fait, et dans une interview, elle le dit en disant, et c'est noté, j'ai fait beaucoup d'orthophonie plus jeune, et pour reconnaître les mots, il me faut leur sentir leur vibration dans le corps. Donc
elle a ce rapport au corps même dans son premier bouquin. En fait, elle travaille dans la résonance, elle a une écriture très liée au corps. Et dans ce livre-là, en effet, le rapport au corps, il est même viscéral, parce qu'en effet, on a une récurrence au ventre, soit la fin des naufragés, le ventre de la mer, la rondeur massive des vaches des mers. Et en fait, on bascule même jusqu'à une dimension érotico-gore, avec, comme tu l'as dit, une sexualisation de la mort, quoi. Donc en fait, c'est que elle a poussé le curseur. C'est à la fois zoophile, nécrophile, etc. On est là, ça va pas explicitement vers ça, mais il y a une insinuation de fantasme, pas seulement du personnage principal, mais de tous les hommes. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on se dit, oula, est-ce que ça va rester comme ça jusqu'au bout? Et heureusement... Attends, tu viens... Non, mais c'est vrai. Non, mais tu vas dire que je te lâche pas, mais t'as deux doigts de nous faire un not all men. Donc du coup, tu vois ce que je veux dire, tu y vas à ton corps défendant. Donc tous les membres d'équipage. J'essaie juste de te mettre un baudrier avant que tu te jettes dans le vide. Tous les membres d'équipage du naufrage, sont vraiment décrits. Et donc, on a un côté Sa Majesté les mouches, on a un côté La ferme des animaux de Orwell et tout. On a un côté où les humains, dès qu'ils sont isolés de la société, c'est des sauvages, quoi. Donc, on est un truc comme ça où il y a ça te gêne pas plutôt. du tout. Oui, ça met mal à l'aise parce que ça donne une vision extrêmement sombre de l'être humain. Et heureusement, il y a cette deuxième partie où non, on voit que les humains peuvent aussi se comporter comme ces animaux de manière très empathique. Elle décrit beaucoup comment il y a de la compassion pour celui qui va perdre son proche, quoi. Voilà. Moi, par rapport à tout ça, c'est là où je vais donner un peu mon avis sur le lien entre les deux parties qui semble non connecté. On sent qu'il y a une transition brutale, mais néanmoins, ce que je ressens, d'ailleurs, il faut noter dans son premier bouquin, c'est que le narrateur, enfin la narratrice du premier bouquin, elle est déjà très attachée aux sciences naturelles. Elle erre beaucoup dans les musées de sciences naturelles où la vache de mer fait une première apparition. Et je pense que, pour moi, à mon avis, la première partie, elle décrit comme une obsession qui arrivait brutalement dans sa tête au moment où la perte de cet être cher se profile. Et je pense que sa première partie, c'est comme une catharsis où elle transfère la disparition de l'être cher dans ce massacre. De violence, c'est ça. Et elle jette toute sa souffrance comme un exutoire dans la violence de la première partie, parce qu'elle est violente, parce qu'on parle quand même d'un massacre d'un être animal, d'une espèce. Et pour moi, je pense que c'est lié parce que elle a vécu cette perte d'être cher par cette catharsis de la première partie, pour moi. Donc c'est déjà là que je vois le lien. Moi j'ai noté un passage un peu what the fuck quand même, c'est le capitaine qui s'enterre une fois arrivé dans le... Oui, j'avoue que... Alors je lis parce que c'est rigolo, parce que alors, l'équipage est complètement épuisé, ils sont malades, ils ont la diarrhée, enfin voilà, on imagine, ils ont erré en mer donc ils sont tous à bout quand ils accostent sur cette île. Ils ont le scorbut, ils ont plus de dents. Voilà. Et du coup, alors le capitaine Bering, donc, qui mal en point débarque, là je cite, parce qu'elle en dit pas plus, elle dit: le capitaine, une fois sur la berge, avait creusé un trou et s'y était enterré jusqu'au cou. Et puis après, elle passait à autre chose, elle nous parle de trucs. Elle revient dessus. En fait, donc moi, je dis pas, peut-être il a froid, je sais pas, il s'enterre jusqu'au cou dans le sable. Des fois, les enfants font ça à la plage, tu vois. Et en fait, quelques pages plus tard, en fait, non, on se rend compte qu'il est mort et qu'il est en train de se faire dévorer par les insectes et tout. Mais c'est surtout, elle donne un petit peu ses motivations un peu plus tard. Il y a un côté très étrange, un peu narcissique dans Drama Queen, du type qui aurait fait ça pour que, voilà, vraiment, je veux pas que vous embêtiez à m'enterrer, c'est moi qui m'en occupe. C'est très très étrange, effectivement. Ouais, en fait, du coup, moi j'ai lu ça, du coup, j'ai pas compris qu'il était en train de s'enterrer, d'organiser ses propres obsèques, en fait. Voilà. Sinon, la péninsule du Kamchatka, là, en fait, du coup, si vous allez un peu sur Google Maps, vous on salue nos orthophonistes respectifs. Ouais. Il y a l'île de Bering, donc du coup, et si vous voulez avoir un peu Google Maps, il y a pas mal de Street View dessus, si vous voulez voir un peu à quelle tête ça, c'est intéressant. Et il y a voilà. Non, en fait, j'étais curieux de savoir s'il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. D'accord. C'est un peu loin de tout. Pardon, je t'en prie. Après, il y a des gens qui vivent à Puget aussi. Et ce qui est loin de tout aussi. Ce que j'ai apprécié, moi, c'est à la fois la délicatesse et la poésie de l'écriture, parce que c'est quelqu'un qui écrit très bien et qui a cette approche poétique, délicate, avec une dichotomie entre la cruauté, la violence du fond, donc cette différence entre le fond qu'elle décrit et la forme qu'elle donne. Et ça, moi, ça me laisse penser, ça traduit bien ce qu'est l'autrice. Et quand on la voit en interview, c'est quelqu'un qui semble très fragile et très tendre, mais qui a une
une force implacable en même temps. Et j'ai aimé c'est ce qu'elle est et c'est la manière dont elle écrit et ça me touche beaucoup, quoi. Après, le personnage principal, il est censé être naturaliste ou enfin spécialiste de la faune et de la flore. Et effectivement, elle passe beaucoup de temps à décrire. Elle peut passer 15 lignes sur un buisson, sur la végétation qu'il y a sur l'île. C'est pour ça que ça m'a étonné, par contre, quand le capitaine, lui, il s'enterre lui-même. C'est expédié en une phrase. Et par contre, on va détailler des trucs, et principalement des objets de la flore. Ça y est, je comprends. Tu veux dire que tu trouvais qu'il y avait un potentiel romanesque dans le type qui s'enterre, qui est un peu évacué. Je suis d'accord. Juste par rapport à ce que tu dis. Après, c'est même pas que c'est évacué, c'est que moi, ça m'est passé complètement dessus. J'ai pas compris. Alors moi, tu sais que je l'ai pas... Tu me l'apprends. Qu'il est mort comme ça ? C'est-à-dire que c'est au milieu d'une scène où il y a une telle densité d'écriture que j'ai pas fait gaffe qu'il s'était enterré lui-même, et c'est vrai que elle maintenant tu me dis il revient, c'est abordé 2-3 fois en fait. Oui, mais je me rappelle pas que c'est lui-même qui s'est enterré. Oui. Mais c'est parce qu'il y a aussi un truc qui est il y a beaucoup d'ellipses et il y a beaucoup de choses qui sont dites par des petits achoppements. C'est pour ça que j'appelle ça des échardes. Mais par exemple, c'est vrai que le rapport hiérarchique, il est extrêmement complexe parce qu'il y a ce type qui vient prendre la place de celui qui est mort, qui s'est enterré tout seul, mais dont l'autorité est totalement contestée. Et s'il y a mutinerie, il n'y a plus du tout de groupe, etc. Donc il y a un gros enjeu. Il a un second qui ne le respecte pas, mais qui se met à le respecter quand il met en place cette espèce de rituel. C'est pour ça que je pensais beaucoup à Heart of Darkness et tout, parce qu'il y a cette espèce de impressionné pour pouvoir régner et tout ça. C'est riche. C'est riche. Du coup, il prend le lead sans être forcément un militaire, donc il n'a pas le lead militaire, et du coup, il maintient une espèce de cohésion sociale dans ces naufragés qui sont des zombies hagards, revenus à des fonctions primaires de sexe et de nourriture quasiment, et ce qui donne, sans vouloir spoiler, des scènes assez intéressantes où il recrée l'école, parce que c'est sa seule manière, lui, en tant que naturaliste, de refaire société, et donne cours à des marins complètement hagards qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Il essaie d'éviter que ça dérive trop en cannibalisme. En fait, il essaie de maintenir sans avoir le lead qu'avait le capitaine qui est mort. Et par rapport au buisson que tu décris, je pense qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que son ancrage mental, parce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est écrit à la première personne, mais c'est écrit d'une narration qui n'est pas protagoniste. C'est écrit en narration, mais ça parle de tout le monde, et on parle beaucoup de Steller, donc c'est le botaniste qui est le personnage principal, et il passe beaucoup de temps à décrire la faune et la flore parce qu'on sent que c'est son seul ancrage mental pour pas devenir fou. Et quand il découvre cette vache de mer, il trouve la raison de cette expédition pour pas que ce soit complètement un échec non plus. Donc il fait une obsession sur tout décrire parce que c'est son métier, et c'est comme une bouée à laquelle il se raccroche, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un roman magnifique, une écriture extrêmement précieuse, mais pas au sens négatif du terme. J'ai remarqué, il y a un point commun entre Adèle Rosenfeld et pour moi Jean-Baptiste Delamo. C'est-à-dire qu'ils ont une écriture qui est tellement recherchée que je les lis avec un dictionnaire à la main. Toi aussi, tu fais des rêves que j'ai personne découvert connaît. le mot sente, S-E-N-T-E, et je croyais que c'était une faute de frappe, c'est la pente, et en fait, la sente, c'est un petit chemin. Un petit sentier, c'est la même famille. Ouais, voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc, il y a une vraie subtilité dans l'écriture, c'est un vrai plaisir. Ouais. C'est parfois un peu complexe. Donc, ça, c'est vrai que pour le coup, autant le Constance Debray, il est fort sur le fond, mais il est très simple d'accès sur la forme. Là, la forme n'est pas très simple d'accès, mais c'est vraiment du super travail. J'ai 2 réserves, moi, dans le roman, qui ont déjà été évoquées. Mais c'est un problème de dosage. C'est que le parallèle entre la vache de mer et le corps féminin, le corps qui manque aux hommes, le corps qui est tailladé, qui est abîmé par les hommes et leurs pratiques, etc. Je trouve qu'elle y va trop fort. Et au bout d'un moment, je me dis, ça va, j'ai compris, en fait, et il n'y a rien de plus désagréable que quand tu as compris un truc et t'en remets une couche, parce que du coup, voilà. Mais en même temps, c'est toujours cette tension, c'est quand tu écris, tu te dis... est-ce qu'ils vont voir le lien ? Donc, tu as toujours peur que le lien ne soit pas vu. En l'occurrence, là, on a bien vu parce qu'elle écrit très bien. Donc, et la deuxième chose, et là, j'y reviens, Jérémy l'a très bien dit, c'est qu'en fait, je pense que le livre aurait gagné à enlever la partie autobiographique de la fin. C'est-à-dire qu'elle met du temps à nous installer Steller, etc. Et en fait, ça pourrait se finir comme ça. Et peut-être que dans un prochain livre, elle aurait pu faire l'histoire de la perte du grand-père. Et c'était pas interdit dans un prochain livre de nous expliquer que ce livre-là est en lien avec le précédent. Et je pense que je l'aurais encore plus apprécié en disant « Waouh, mais en fait, la disparition de la vache de mer, elle a écrit ça parce qu'elle était obsédée par la disparition du grand-père. »
le tricotage me gêne un peu à cet endroit-là. Et je sais que c'est très chiant de dire ça parce que, en même temps, c'est pour ça qu'on fait un podcast, pour avoir l'air de gros donneurs de leçons. Mais pour moi, ça ne marche pas. Si tu veux, c'est un livre absolument magnifique qui ne termine pas par sa partie la plus magnifique. Donc, du coup, tu le refermes en disant si j'avais zappé les 15 dernières pages, je serais plus emballé. Ouais, moi ça m'a touché. Là, bon, je pense que c'est pas le sujet, mais en effet, je peux comprendre ça, mais j'ai réussi à faire un lien mental entre les deux parties, donc ça m'a pas bloqué. C'est pas sûr que ça aurait été meilleur l'équation. sans. C'était possible sans, ça restait bon, mais je suis Oui, c'est pas sûr subjectif. que Moi, c'était je pense meilleur, que j'aurais préféré sans. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que là, parce que du coup, c'est plus, si tu veux, je pense que c'est un grand roman d'aventure, c'est un grand roman historique. C'est même un grand roman botaniste, zoologique. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est du grand art, quoi. Moi, là-dessus, elle m'a projeté dans un monde, j'y étais avec eux, quoi. Tu vois, quand ils se font attaquer par des renards et tout, je suis en mode, mais ils vont se faire becter, les pauvres, là. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc. Et donc, après, je retrouve dans un quotidien... Et ce qui me frustre dans l'histoire du grand-père, c'est que, comme vous l'avez dit, on sent que la disparition de ce grand-père, dans cette famille juive, etc., c'est pas rien. Et du coup, c'est évacué très vite. Alors, je pense qu'il y avait un deuxième livre à faire, en fait. Et qu'elle le fera peut-être, et j'ai hâte de le lire. Je serais vraiment content de le lire. Merci. On est dispo sur les plateformes de podcast, toutes les plateformes de podcast. Si vous avez envie de nous entendre sans voir nos têtes, ça peut se justifier. Est-ce que tu voulais pas faire une partie coup de cœur, du coup ? Moi, j'ai rien préparé, mais moi non plus. Bon, alors, tu peux appuyer sur le bouton 1. C'était le Pambagna Social Club. On vous remercie, on vous dit à très bientôt. Salut.